On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cause Monote, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. L'hôte du jour est un journaliste. L'hôte du jour c'est Johan Tilouine. Salut Johan, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci pour l'invitation. Écoute, ravi de te recevoir ici. Merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, je m'appelle Johan Tilouine, je suis un journaliste français franco-algérien, j'ai 40 ans et je fais du reportage et de l'enquête. Donc j'ai travaillé dans différents journaux, notamment pour un journal français qui s'appelle Le Monde. J'ai également travaillé pour un magazine panafricain qui s'appelle Jeune Afrique et aujourd'hui je travaille pour un site, un média d'investigation sur l'Afrique qui s'appelle Africa Intelligence, qui est une référence sur l'enquête en français et en anglais sur les réseaux de pouvoir, l'actualité diplomatique, économique et business du continent africain. Très très bien, t'es auteur aussi. Je suis aussi auteur, ouais, je fais des bouquins à côté, je fais des bouquins. J'ai écrit un premier livre qui s'appelle L'Affairiste avec mon collègue et ami Simon Pial, qui lui est toujours journaliste au journal Le Monde. Et L'Affairiste, on s'est intéressé à un personnage assez intriguant qui s'appelle Alexandre Djouri, qui est un homme d'affaires franco-algérien qui originaire de Sarcelles et qui a fini dans les plus hautes sphères de l'Élysée sous Sarkozy. Très bien, et le deuxième? Et le deuxième livre, ça s'appelle Mafia Africa. Ça, c'est une enquête et une série de reportages qui a été réalisée pendant 3 ans avec une co-autrice qui s'appelle Célia Lebure, qui est journaliste à l'agence France Presse, à l'AFP. Et ça, c'est sur la criminalité organisée nigériane, internationale. Donc, on a enquêté du Nigeria jusqu'à Marseille et en passant par d'autres parties, d'autres coins d'Europe sur cette criminalité organisée qu'on appelle les cultes. On va y revenir. Déjà, on va revenir un peu sur ton parcours. Pourquoi tu as voulu devenir journaliste? Comment tu t'y es pris? Alors moi, j'étais pas forcément un très très bon élève à la base. Et j'ai commencé, je suis originaire de la banlieue nord de Paris, j'ai commencé à travailler. J'ai d'abord commencé, j'ai beaucoup voyagé en fait. Dès que j'avais un peu d'argent, je travaillais l'été et je voyageais avec T'as fait des quel copains. pays par exemple? Bon, on est parti notamment sur le continent africain, mais aussi au Pakistan, en Inde, en Afghanistan. On voyageait, on aimait ça avec des copains. Vraiment un sac à dos et l'école m'ennuyait un peu. J'ai pas été un bon élève, c'est vrai que j'ai eu mon bac du deuxième coup, rattrapage, qui était pas terrible, etc. Et ensuite j'ai fait la fac. Donc dans mon coin, la fac, c'était à Paris 13 avec Taneuse. Taneuse, ouais. Et ensuite j'ai fait Paris 8, Saint-Denis, où là j'ai eu des professeurs absolument merveilleux en sciences politiques qui étaient notamment Béatrice Guibelin, Yves Lacoste, c'est des gens qui sont les pères fondateurs de la géopolitique à la française, de l'étude géopolitique. Et eux, ils m'ont vraiment beaucoup intéressé. Je me suis mis à me passionner en fait pour les enjeux géopolitiques. Avec eux, on avait des cours absolument merveilleux. Je me rappelle de cours le soir dans des préfabriqués avec des gens qui venaient du monde entier, parce que Paris 8, c'est une fac qui accueille beaucoup de gens venus d'ailleurs. Et il y avait des échanges merveilleux. Donc là, je me suis passionné pour ça. Et ensuite, c'était le grand écart. Je me suis retrouvé accepté à une école de journalisme qui s'appelle l'Institut français de presse. Et là, je débarque à Paris 2, à Assas, donc dans les beaux quartiers parisiens. Et là, j'ai appris quelques techniques de journalisme. Donc tu dirais que c'est grâce à la rencontre de tes professeurs qui t'ont donné goût à ce que derrière tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Ouais, je dirais que c'est d'abord les voyages, et ensuite donc l'expérience de terrain, et ensuite c'est la transmission et l'aspect absolument génial de certains professeurs qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de lire, d'étudier, de comprendre un peu ce qui se passe dans ce monde. Comme quoi. Et donc, tu arrives à Paris 2, tu fais l'IFP, tu sors diplômé. Ouais.
D'accord, félicitations. Merci beaucoup. Derrière, je galère parce que le journalisme traditionnel, en tout cas, c'est une industrie qui est déclinante, qui est difficile d'accès. Déjà à l'époque? Ouais, déjà à l'époque. Aujourd'hui, elle est encore plus déclinante. Elle est de moins en moins d'influence et de travail aussi. Donc, c'était assez dur de trouver un travail, surtout quand t'as pas de réseau, quand t'as pas de contact. Moi, j'en avais pas. Et du coup, j'ai pas mal galéré. J'ai fait des petits boulots dans la presse locale. Parce qu'il y avait de la demande, donc tu te retrouves un peu dans des coins reculés de France, dans les journaux locaux, où j'ai beaucoup appris en faisant notamment du fait divers. Et c'est une très bonne école, le fait divers, en presse locale. Je me suis retrouvé à Cahors, dans la périphérie de Lille, etc., pour les journaux locaux, les journaux régionaux. Et ensuite, je suis reparti en voyage et en formation ailleurs, notamment il y avait un partenariat de mon ancienne école, l'IFP, avec l'université de Berkeley en Californie, où j'ai beaucoup appris. Et je suis revenu, j'ai intégré la rédaction de Jeune Afrique, où je suis resté 1 an et demi. Et ensuite, Le Monde créait Le Monde Afrique, que j'ai intégré. Et j'y suis resté 6 ou 7 ans. Et désormais, je suis à Africa Intelligence, où je suis chef des enquêtes et reporter et enquêteur. Ah ouais, donc t'as progressé. Après, c'est l'expérience aussi. Ouais, c'est l'expérience, les envies, les rencontres aussi. Voilà. Et tu dirais, dans ce parcours journalistique, c'est laquelle ta plus belle enquête, si je puis m'exprimer aussi? En fait, il y a eu en enquête. Moi, comme je t'ai dit, je fais toujours, j'alterne entre guillemets, ou parfois je fais les deux, mais je fais toujours du reportage et aussi de l'enquête. Parfois, c'est les deux à la fois. Donc, des souvenirs, c'est vrai que en enquête, c'est vrai que je suis travaillé sur le livre L'Affairiste avec mon ami, en fait, Simon Piel, travailler avec un ami qui est aussi un très grand journaliste, c'est un vrai plaisir en enquête. En reportage, j'ai beaucoup de souvenirs, notamment sur le continent africain, de reportages notamment sur la zone du lac Tchad, qui est une zone absolument merveilleuse, fascinante et peuplée d'êtres humains absolument merveilleux. Donc le lac Tchad, c'est une zone que j'ai vraiment beaucoup aimée, que j'ai sillonnée à la fois du côté tchadien, nigérien, camerounais beaucoup aussi. Par ailleurs, sinon, en Afrique centrale, où j'ai beaucoup été, je continue d'aller, donc j'aime beaucoup, voilà. J'ai beaucoup d'amis en RDC, qui est un pays qui m'est cher, et qui souffre beaucoup, et voilà, c'est un pays que j'ai beaucoup de plaisir à aller, beaucoup d'admiration pour les gens qui y vivent et qui essayent de changer les choses, ouais. Et ça fait plaisir. Et comment tu dirais, toi, au niveau de tes enquêtes, comment toi tu travailles? Alors, chaque enquête est différente. Sur les enquêtes financières, on part toujours de sources et de documents qu'on réussit à avoir. Et donc, ça peut être différentes formes de documents. Ça peut être des rapports internes, ça peut être des bases de données financières qui sont extraites en fait de systèmes tels que des banques, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les leaks, les fuites. Donc, il y a eu par exemple les Panama Papers, les HSBC Leaks, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, qui demandent beaucoup de travail. C'est très fastidieux, c'est très usant, notamment les Luanda Leaks, en fait, qui étaient sur Isabel dos Santos et le système corruptif en Angola sous la présidence dos Santos. Donc ça, c'est à partir de matériaux financiers. Tu vois, vraiment, tu es avec des bases de données et tu as des comptes, etc. Donc tu dois recroiser toutes ces données, c'est de comprendre en fait les mécanismes d'optimisation fiscale, d'optimisation et d'évaporation beaucoup aussi, parce que c'est un des fléaux sur le continent africain, c'est que beaucoup de fonds sont en fait, on parle de plusieurs milliards, de dizaines de milliards chaque année qui partent du continent grâce à des systèmes financiers offshore. Donc ça, c'est à partir de matériaux, de documents. Ensuite, il faut beaucoup travailler avec. Je pense qu'il n'y a rien de plus important que de parler aux gens, en fait, et d'avoir des sources, donc des interlocuteurs qui sont très bien informés, qui parlent de ce qu'ils voient dans leur travail, de ce qu'ils observent. Et parfois, certains n'en peuvent plus. On observe, constate des dérives avec lesquelles ils ne sont pas d'accord éthiquement, déontologiquement.
et estiment que c'est important de s'en ouvrir à un journaliste. Et donc, dans ce cas-là, les informations, on les a tout le temps de la part de gens qui n'ont pas le droit de nous donner ces informations dont ils disposent. Tout le temps. Ouais, personne n'a le droit de donner des informations internes à l'organisation pour laquelle il travaille, qu'elle soit publique ou privée, en fait. Donc, que ce soit un diplomate, un fonctionnaire d'une institution étatique, ou un employé de banque, ou un employé d'une grande entreprise, par essence même, il n'a pas le droit de parler à un journaliste. Même un juge n'a pas le droit de parler à un journaliste, en réalité. T'as déjà été mal informé. On a déjà essayé de... Bien sûr, parce que, à l'inverse, je te parlais là du côté un peu vertueux, c'est-à-dire de la personne qui n'en peut plus de voir une dérive et qui veut que ce soit révélé et raconté au grand public. Mais il y a l'enquête, le journalisme d'enquête, ça expose à une multitude de manipulations, une multitude de coups tordus, d'intentions douteuses de la part d'interlocuteurs qui veulent soit se venger pour détruire un rival ou un concurrent, soit veulent manipuler, t'instrumentaliser à des fins politiques, économiques ou autres. Donc il faut être extrêmement vigilant, toujours recouper, vérifier les informations, être toujours conscient que c'est très rare d'avoir un chevalier blanc, pardon. Il y a toujours un intérêt derrière. Voilà, c'est toujours très rare. Il y a toujours des intérêts, il y a toujours des plans, des agendas. Donc, l'enquête, c'est aussi d'enquêter sur ses sources, et c'est de comprendre du moins pourquoi, là, à l'instant T, il se décide à te livrer des informations confidentielles et précieuses. Et comment tu recoupes par rapport à ce qu'on peut te dire? Est-ce qu'il t'est arrivé déjà que quelqu'un te donne une information que tu n'y crois pas et qui s'est avérée vraie? Oui, parce que il arrive qu'il y ait des situations qui soient tellement... ou des documents, ou par exemple des faits de corruption qui soient tellement importants, dont tu te dis au départ, non mais c'est pas possible, en fait, on parle de sommes trop importantes, de circuits financiers qui sont soit trop complexes, soit trop simplistes, et donc oui, ça arrive. Et comment on recoupe? On recoupe en multipliant les sources, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un document, déjà, on va parler à plein de gens différents, qui peuvent apporter un éclairage sur l'information. Une information, ça se travaille en permanence. Donc, il faut la recouper, il faut la confronter à d'autres regards et à d'autres personnalités, d'autres interlocuteurs qui sont très informés sur ce dossier-là en question. Et enfin, la dernière étape qui est absolument indispensable, c'est-à-dire le contradictoire avec la personne, l'institution ou l'entreprise qui est mise en cause. Donc, avant de publier, on a toujours cette étape qu'on appelle le contradictoire. Donc, on contacte la personne ou l'institution mise en cause pour lui donner l'opportunité de réagir à nos informations qui, souvent, lui sont très défavorables et lui donner l'opportunité de soit démentir, soit s'expliquer, soit corriger, soit affiner l'information, soit contacter... la personne n'a pas souhaité réagir. C'est ce qui apparaît dans les articles lorsque la personne n'a pas souhaité réagir. Mais un journaliste, notamment en France, on est sous le coup de la loi, en fait. Donc, notre travail est extrêmement réglementé. Et c'est donc absolument nécessaire de respecter un cadre, le cadre de la loi, tout simplement. Et tout à l'heure, tu disais que tu estimais que là, le journalisme c'était beaucoup plus compliqué que lorsque tu as commencé. Pourquoi? C'est plus compliqué parce que déjà, il y a moins de lecteurs, il y a une industrie qui peine à se renouveler, qui peine à capter de nouveaux lecteurs, en fait, notamment au sein de la jeunesse. Mais la jeunesse, je parle même des gens de 30 ou 40 ans. Je vois autour de moi que de moins en moins de gens lisent la presse, enfin en tout cas achètent. L'acte d'achat est plus compliqué. C'est égal, donc il y a moins de moyens pour certains médias. L'enquête, le reportage, c'est deux styles de journalisme qui coûtent très cher. Il faut voyager, il faut travailler sur le long terme, sur un seul sujet. Donc ça demande des moyens considérables, tant en ressources humaines qu'en ressources financières. Et c'est un investissement et c'est un choix qui est absolument indispensable, puisque c'est l'essence même du journalisme, en fait. Et de ne pas tomber dans le journalisme de commentaires, de ne pas tomber dans le journalisme d'idéologie.
qui aujourd'hui, je trouve, pollue beaucoup la sphère médiatique, avec en plus de cela l'arrivée de financiers, de milliardaires qui investissent dans la presse, non pas par amour des médias, non pas pour financer et soutenir un journalisme de qualité, haut de gamme, un journalisme, mais plutôt pour faire passer des idées le plus souvent toxiques et nauséabondes dans le pays. Donc, il y a, voilà, le journalisme, l'idéologie, en fait, est aussi un ennemi, en quelque sorte, du journalisme de qualité. Et de plus en plus, étant donné que ça coûte pas cher, les médias, certains médias, abondent, diffusent de manière absolument matraque, en fait, des débats et des idées. Or, nous, ce qui nous intéresse dans le journalisme de reportage ou d'enquête, c'est les faits, basta, c'est juste les faits. Et il y a une forme d'adulation, de sacralisation, en fait, des faits, quoi. Et voilà, et donc les faits, pour pour retrouver une forme de pureté, il faut absolument le nettoyer de toute idéologie. Voilà, c'est-à-dire que ça m'est égal que la personne sur laquelle j'enquête soit de droite, de gauche, soit une bonne personne, pas une mauvaise personne. La morale n'est pas mon sujet. L'idée n'est pas mon sujet. Ce qui m'intéresse, c'est les faits. Et les faits sur lesquels je travaille se doivent d'être d'intérêt général. Exact. Et est-ce que tu comprends qu'aujourd'hui, la profession du journalisme elle soit décriée et quasiment détestée par les gens? Bien sûr, parce que je pense aussi que notre profession a une part absolument évidente de responsabilité dans tout ça. Le journalisme français peut-être, voilà, soit n'a pas su trouver le ton pour parler à son public aussi. Il y a eu beaucoup de connivence aussi avec une classe politique, avec une élite économique. Il n'y a pas assez de diversité dans les médias, donc ça aussi. Donc les regards sont un peu uniformisés. Les papiers peuvent parfois se ressembler. Il y a aussi, malgré tout, étant donné que c'est pas du tout le reflet de la société française, une grande rédaction française. Une grande rédaction d'un journal parisien, ça reflète absolument pas la société française. C'est globalement 90% de journalistes franco-français qui ont fait à peu près les mêmes écoles, qui pensent à peu près la même chose et qui finalement sont déconnectés d'une partie de la société. Donc, et y compris dans les choix des angles, dans les choix des sujets, voilà, il y a des sujets qui sont totalement absents de la presse, or ils sont absolument fondamentaux. Comme t'as des exemples? Mais je sais pas, mais par exemple tout ce qui touche à la musique, tout ce qui touche aux arts, mais aux arts populaires en fait, tout ce qui touche tout ce qui touche même à l'exil, tout ce qui touche à l'exil, je vois beaucoup de Français qui partent ailleurs, que ce soit à Dubaï ou ailleurs. Il faut essayer de les comprendre et pas justement de simplement les réduire à des espèces de pseudo-influenceurs, même s'il y en a des influenceurs bien sûr, mais ça raconte quelque chose sur la société française. Des sujets d'ordre aussi coloniaux en fait. Aujourd'hui, on voit bien que la société française reste pétrie d'une forme de colonialisme et ça se retrouve évidemment dans la presse. Or, le colonialisme et la lutte, et le post-colonial, le décolonial, est aujourd'hui fondamental pour comprendre à la fois les relations avec de la France avec le reste du monde, notamment ce qu'on appelle le Global South, mais aussi pour comprendre les revendications de nos enfants, nos jeunes, de notre jeunesse en fait, puisque de plus en plus, c'est un marqueur. Et c'est un marqueur intellectuelle, de revendication d'une jeunesse française, le colonialisme, le décolonial. Et donc, tout ça, ça ne se retrouve pas forcément dans la presse parce que aussi, comme je te disais, il y a une forme d'uniformité. Or, c'est fondamental, on voit bien même voilà, l'État français, la diplomatie française, ce déclin français, etc. Il faut questionner le fantasme, et parfois il est magnifié, parfois il se trompe, notre jeunesse, peut-être aussi. Mais quand tu vois qu'il y a des jeunes qui magnifient, d'autres pays, des puissances émergentes, le Global South qui se structure, etc., etc., c'est des sujets qui semblent intéressants à questionner. Et par rapport tout à l'heure, tu as parlé des milliardaires qui achètent des médias. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé dans l'actualité, que les milliardaires ont acheté, enfin, ouais, c'est ça, ils ont acheté une école de journalisme? Oui, bon, écoute,
Ouais, je sais pas trop quoi penser de cela. C'est une école que je ne connaissais pas à titre personnel, donc je ne sais pas quoi en penser. Par contre, il y a milliardaires et milliardaires. Encore une fois, moi, j'ai rien contre des milliardaires, tu vois. Et il y a des milliardaires qui sont d'accord pour soutenir une presse très haut de gamme. C'est le cas au Monde, en fait. Au journal Le Monde, notamment Xavier Niel, a accepté d'investir, de soutenir financièrement un très grand journal français, et de ne pas du tout intervenir, et même de sanctuariser une forme d'indépendance absolue de ce journal et de sa rédaction. Donc ça, c'est l'exemple vertueux et particulièrement encourageant de l'investissement de milliardaires dans un journal. Mais à contrario, on a d'autres milliardaires, hein, voilà, comme Vincent Bolloré et autres, qui investissent dans des médias pour intervenir dans la ligne éditoriale et pour diffuser des idées qui sont les siennes et pour promouvoir même un autre modèle de société et un autre modèle de pouvoir politique, puisqu'il y a une dimension de conquête idéologique du pouvoir français par certains milliardaires comme Vincent Bolloré. Ok. Et quelles ont été tes inspirations, toi, en tant que journaliste ? Quelles sont les personnes qui t'ont donné envie de faire ça ? Alors, moi, ça va être... il y a plusieurs inspirations. Je dirais que dans la... Bon, il y a eu des grandes personnalités, des grands écrivains, des grands penseurs. Voilà, ça peut aller de Kateb Yassine, un grand penseur franco-algérien, algérien, pardon, à une personnalité comme Joseph Kessel, qui est absolument fascinante. Et de manière, après, j'ai des contemporains qui m'inspirent, comme des grands journalistes. Voilà, ça va, je sais pas, une journaliste comme Florence Aubenas est une plume qui inspire beaucoup par la finesse de ses écrits, par sa sensibilité, voilà. Donc il y a beaucoup de journalistes contemporains qui m'inspirent. Après, il y a eu Richard Kapuscinski, qui était un journaliste polonais, qui a beaucoup travaillé en Afrique et qui est un témoin absolument passionnant d'une phase de décolonisation. Et étant donné qu'il était polonais, il travaillait avec peu de moyens, et puis surtout il était débarrassé quelque part du poids colonial que peuvent supporter ses confrères français de l'époque et même jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc ses écrits sont assez intéressants pour ça aussi. Voilà. Albert à Londres est une référence, un peu une espèce de boussole du journalisme de reportage français. Voilà, bon, oui. C'est déjà pas mal. Et toi-même, je pense que tu dois inspirer aussi au niveau des jeunes. Je pense, hein. Non, moi, je suis rien du tout. Je suis juste un journaliste, reporter, je fais mon travail, et voilà. Mais on a, par contre, notre génération, comme je te disais, on a des sources d'inspiration contemporaines qui sont, voilà, je te citais Florence Aubenas, mais il y en a d'autres, quoi, qui sont Serge Michel, d'autres journalistes de cette trempe-là. Qui inspire, ouais. Et t'interviens des fois dans l'école de journalisme, on t'invite ? Ouais, ça m'arrive absolument d'intervenir auprès de jeunes journalistes, tout à fait. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire de la part des grands médias français pour repenser une forme d'écriture, de récit qui puisse convenir aux jeunes, en fait. Parce que des médias qui n'arrivent pas à renouveler leur public, qui n'arrivent pas à intéresser, à accrocher, à susciter l'acte d'achat de la part des jeunes, c'est inquiétant pour l'avenir. Et on voit que les jeunes sont sur d'autres formats, etc., mais qui sont prêts à lire et qui ont envie de lire des enquêtes. Moi, je crois beaucoup à l'enquête et au reportage de qualité, mais encore faut-il que les sujets les intéressent, les concernent, et qu'ils soient aussi débarrassés d'une forme d'idéologie ou d'impression de donner du réel. Voilà. Très bien. Donc là, c'était Johan le journaliste. Là, maintenant, on va parler de Johan l'auteur. Donc, comme tu l'as dit, tu as écrit 2 livres. Le premier, le voici, L'affairiste, avec ton collègue et ami Simon Piel. Donc, c'est un livre qui parle d'un personnage, comme tu as dit, sulfureux de la 5e République, un contemporain qui s'appelle Alexandre Djouri. Déjà, il y avait Pierre Péan qui avait écrit un livre là-dessus, en 2011. Et vous avez pris la suite. Pourquoi avoir écrit sur
Alexandre Djouri. En plus, est-ce que c'était à l'époque où il y avait la tempête judiciaire par rapport à lui? Ouais. Alors, en fait, oui, il y avait déjà l'instruction en fait donc c'est dans le cadre du dossier judiciaire du présumé financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, dont le procès est à venir en 2025. Donc nous, on le traitait. Simon Piel, il était au service enquête société du journal Le Monde. Moi, j'étais au service Afrique. Et en fait, on était très complémentaires pour traiter ce dossier. Enfin, on a essayé, puisque effectivement, il y avait une dimension judiciaire très importante, puisqu'il y avait des magistrats, des juges d'instruction qui enquêtaient, et il y avait une dimension forcément africaine, puisque ça se passait en Libye, avec des personnages qui étaient très connus, sur le continent africain, qui voyageaient beaucoup en Afrique, comme par exemple Béchir Saleh, qui était le conseiller de Kadhafi, un des conseillers de Kadhafi, et avec Simon, on s'est très vite intéressé à ce personnage assez fascinant, assez épais en termes d'histoire, qui est Alexandre Djouri, qui est très romanesque. Et Alexandre Djouri, en fait, nous a beaucoup intéressé par son rôle, par sa gouaille, mais aussi par sa trajectoire, en fait. C'est un gamin franco-algérien, kabyle, de Sarcelles, qui a grandi dans une cité, c'est quasiment un personnage de Balzac parce qu'il est c'est une conquête, sa vie c'est une conquête en fait. Donc il a grandi en cité, il s'est débrouillé comme il l'a pu, ensuite il a fréquenté la nuit parisienne, il s'est retrouvé dans les histoires avec le fils d'Alain Delon, avec d'autres personnalités comme ça, il a évolué d'un milieu social à un autre. Il a flirté avec le grand banditisme, puis avec la France-Afrique, puisqu'il a été un des prestataires de services en fait des réseaux de la France-Afrique, notamment des réseaux ELF. Et voilà, et il s'est constitué comme ça, peu à peu, il s'est construit un réseau, une carrière, un savoir-faire aussi. Au point d'entrer avec fracas à l'Élysée et de se rendre indispensable à des personnalités parmi les plus puissantes de ce pays qui étaient au pouvoir à l'époque, donc Nicolas Sarkozy, secrétaire général de l'Élysée c'était Claude Guéant, il y avait Dominique de Villepin qui est son ami, etc. Et il parvient à séduire ces puissants, à se rendre indispensable, voilà, donc nous ça nous a énormément intéressés par sa trajectoire, par son côté extrêmement séducteur, mais aussi extrêmement toxique, extrêmement dangereux, parce que c'est quelqu'un qui peut être très brutal, qui peut détruire, qui peut faire des vengeances, qui peut être... voilà, c'est un personnage complexe. Mais à un moment, il a eu... quasiment entre ses mains, parce qu'il les contrôlait presque, des personnalités parmi les plus stratégiques du pouvoir français. C'est vrai, en plus je crois, il est passé de Dominique de Villepin à Sarkozy, si je me trompe pas à un moment donné, ouais, avec Zalta Kedjin. Voilà, absolument, il était avant dans l'entourage de Chirac, puis il a gravité dans l'entourage Villepin, Sarkozy, Squarcini, Bernard Squarcini, qui était le patron de la DCRI, devenu la DGSI, donc le renseignement intérieur. Il a gravité dans plein de cercles qui n'étaient pas les siens, qui n'étaient pas ses écosystèmes naturels, et il a réussi à vraiment devenir une personnalité, une figure de l'ombre de ce pouvoir français, à la fois politique, diplomatique et économique, parce qu'il travaille aussi avec les grands groupes français, etc. Donc on s'est dit, là il y a une histoire à la fois de pouvoir, mais aussi une histoire de France en fait à travers ce monsieur. Puisque c'est aussi une histoire de l'immigration, c'est une histoire des banlieues parisiennes, c'est une histoire des rêves de jeunesse, des rêves de gamins de banlieue, de monter sur Paris, de rentrer en boîte à l'époque, de draguer des filles, de rencontrer des bourgeois, de rencontrer des puissants, de voyager, etc. Et il incarnait ça. Et donc c'était un personnage absolument passionnant à enquêter, à étudier, à rencontrer. Et vous l'avez rencontré ? Oui. Ok. Il a lu votre livre ? Oui, il l'a pas beaucoup apprécié, mais oui. Mais comment vous avez travaillé sur ce livre-là ? Vous êtes allé voir des sources, Comment vous avez travaillé ? Parce que moi, je le trouve, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on le lit comme un roman, en fait. Et c'est limite incroyable, l'histoire, la trajectoire qu'il a, parce que, en fait, c'est sur des rencontres, quoi. Ça bascule, comme tu as dit, ce grand banditisme à l'Élysée, quoi. C'est une trajectoire incroyable. Et en plus, je crois qu'à la base, il s'appelle Ahmed. Ouais.
Après, il a francisé son nom parce qu'il s'inspirait d'Alexandre le Grand, je crois. Ouais, alors il y en a qui disent Alexandre le Grand, d'autres d'Alexandre Stavisky, qui était un Ouais. autre personnage. Celui qui a fait sauter la Troisième Et République. voilà, et sur lequel Kessel d'ailleurs a écrit un bouquin. Ouais, absolument. Écoute, comment on a travaillé, c'est de manière assez traditionnelle. Nous, on est des artisans, donc dans un premier temps, on essaye de rencontrer un maximum de gens qui soient capables de nous raconter ce personnage aux différentes étapes de sa vie. Donc, on a rencontré ses copains d'enfance. On a beaucoup été aussi à Sarcelles, travailler pour essayer de comprendre l'environnement. L'histoire de Sarcelles est absolument fascinante aussi, donc, et il en est le produit. C'est quand même le rêve le rêve vendu par la France de l'époque, de ces villes nouvelles, des grands ensembles. Voilà, les immigrés, vous allez être super, vous allez voir, c'est le futur, vous allez être très heureux et tout, les tours vont être formidables. Voilà, c'est donc la nature qui disparaît, voilà, parce que c'était des champs, Sarcelles avant. Donc c'est une nature qui disparaît, des tours qui poussent, dans lesquelles s'entassent des gens d'ailleurs. Et donc il vient de là. Donc voilà, on a rencontré, on a travaillé. Sur ces lieux et sur ces personnages, et cela de manière chronologique, c'est-à-dire vraiment rencontrer ensuite ses copains de Paris, quand il monte sur Paris, qui fait ses premiers coups, ses premiers larcins, ses premières soirées, ses premiers voyages, etc. Donc vraiment l'idée c'était de documenter avec un maximum de sources, d'interlocuteurs, la vie de ce monsieur. Jusqu'à l'époque contemporaine, donc où là, les sources sont démultipliées et se dédoublent avec les dossiers judiciaires, en fait. Et effectivement, il a un plus important réseau, donc un plus important nombre de personnes qui sont disposées éventuellement à nous parler. Le plus dur, c'est de convaincre certaines personnes de nous parler, dont l'intéressé. On a bossé près de 3 ans sur ce livre. Ok. Et il nous a fallu près de 3 ans pour qu'il accepte de nous rencontrer. Et également aussi les témoins, parce que, en tout cas dans son époque contemporaine, vu comme je te le disais, c'est quelqu'un qui intimide, qui fait peur, qui peut utiliser la force, la violence et la menace verbale en tout cas. Et donc beaucoup de gens avaient peur, ou beaucoup de gens simplement ne souhaitaient pas en parler. Donc il y a un vrai travail d'approche des gens, de les convaincre de notre démarche, qu'on est de bonne foi, on n'est pas là ni pour détruire ce monsieur, ni pour l'encenser, mais qu'on veut le raconter de manière, c'est peut-être un peu prétentieux, mais de manière la plus honnête possible en fait. Voilà. Et encore une fois, sans idéologie, sans agenda. Voilà, ce qui nous intéressait, c'était vraiment la complexité de ce personnage, de sa trajectoire, et peut-être que inconsciemment, il y avait, faudrait en faire une analyse psychologique, mais ouais, il y a à un moment, voilà, Simon comme moi, on vient de banlieue parisienne, il y a quelque chose aussi qui nous a intéressés. On choisit jamais un sujet absolument par hasard, que ce soit à la fac ou en termes de bouquins. Mais est-ce que lui, vous avez été menacé par lui ou... Pas par lui directement, mais par certains de son entourage, oui. Ok. Des menaces verbales, de procès, des choses comme ça? De procès et d'intimidation plus directe. Et le livre, il est sorti pas de procès? Non, on a tout vérifié. La moindre phrase, la moindre information est vérifiée, vérifiable et contradictoire. Avant de sortir un livre comme celui-ci, on a aussi dans le process, on a une relecture par un avocat. Spécialiste spécialiste du droit de la presse. Et donc voilà, chaque phrase est étudiée, analysée d'un point de vue juridique aussi. Et juste une question par rapport à lui, comment il a fait pour se rendre si incontournable dans les années 2000 en tant qu'intermédiaire? Parce que tous les contrats passaient par lui. Alors pas tous, mais une partie. Et alors il a réussi à se rendre incontournable à la fois par sa gouaille, par le plaisir d'être avec lui. C'était quelqu'un qui, toujours avec des grands crus, dans les grands palaces parisiens, etc. Mais aussi par sa capacité de prestation de services financières, son entre-gens, c'est-à-dire son réseau, y compris dans d'autres pays, et son audace, et quelque part aussi En fait, il inspirait une forme de... En fait, il projetait pour certains technocrates et certains puissants de ce pays, un voyou, ça respire en quelque sorte aussi la liberté, en fait. Il y a un fantasme, faut le dire. Certains hauts fonctionnaires français
ont eu une vie finalement assez très sérieuse, quoi, hein, de grandes études, de un truc, c'est une grande carrière dans l'État, des grands serviteurs de l'État, mais c'est finalement assez ennuyeux. On parle de la crise de la quarantaine, parfois ça peut être à la cinquantaine, mais ces gens-là, à un moment, puis parfois ils ont des accidents de vie, etc., ils ont besoin de respirer, besoin de... Et là, Alexandre Djouri arrive, en fait, avec sa gouaille, ses grands crus, sa liberté, ses soirées, ses bonnes compagnies aussi, qui s'est amené à table, des hommes puissants, mais aussi une capacité de monter dans un jet, aller voir Kadhafi ou aller voir un prince saoudien, etc. Et il était un apporteur d'affaires, mais aussi quelqu'un qui est capable de fixer les problèmes et de faire une vraie diplomatie parallèle ou des vraies affaires dans l'ombre. Ce qui est très utile quand ça coince au niveau des États. Et ça, c'était sa passion, son dada. Après, il a aussi une capacité à mentir, à magnifier sa capacité, à magnifier ce qu'il fait, etc. Et qu'en fait, quand tu creuses, quand tu enquêtes, tu te rends compte qu'il y a aussi une partie mytho, quoi. Et d'ailleurs, il y a un chapitre où on s'amuse un petit peu. Mi-homme, mytho. Mi-homme, mytho, exactement, quoi. Parce qu'il y avait... Mais ça, c'est propre à beaucoup d'intermédiaires. C'est aussi des bonimenteurs, c'est des gens qui aiment raconter, écrire leur propre vie sous forme d'un roman. Parce qu'il a quand même réussi à évincer, on peut le dire, hein, Ziad Takieddine à un moment donné. Absolument, il a supplanté et c'était lui l'homme jusqu'aux années 2010 à peu près. Total. En tout cas, j'ai lu le livre, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc félicitations à toi et à Simon Piel. Merci beaucoup. Et là, on va parler un peu plus longuement de ton livre Mafia Africa qui est ici. Bon, il y a la version poche qui est disponible maintenant. Donc Mafia Africa, livre sur la mafia nigériane, les cultes. Comment ça a commencé ? Alors ça a commencé en fait, moi à l'époque je travaillais pas mal sur le Nigeria en tant qu'envoyé spécial, donc je faisais des allers-retours entre Paris et Nigeria. Et c'est Yaha Le Bur, ma co-autrice, elle vivait au Nigeria. Elle était correspondante permanente de l'AFP là-bas. Et le Nigeria, c'est un pays absolument fascinant. Juste pour ma présentation, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, avec une énergie extraordinaire, d'une mégalopole qui s'appelle Lagos, qui est la capitale économique, où il y a eu un moment une forme de Lagos Dream avec plein de diaspora nigériane très bien formée qui revenaient à Lagos, diplômés de Grande-Bretagne, des États-Unis. Il y avait une émulation, c'était un moment une capitale africaine en fait. Il fallait voir le Lagos laboratoire à cette époque-là. Tout ça rythmé par les stars de la musique de l'afro-pop, de l'afrobeat. Donc tout ça a été bercé par un truc où voilà. Et je parle des stars d'Afrobeat parce qu'elles racontent quelque chose aussi. C'était une revanche africaine. Tout d'un coup, tu as des stars nigérianes qui font des feats avec les Américains, qui sont écoutées dans le monde entier. Et ils racontaient, en fait, cette utopie panafricaine depuis Lagos à ce moment-là. Et donc, on travaillait, on baignait vachement dans cet environnement. Et les cultes, on en commence à pas mal en entendre parler au Nigeria. En fait, parce que la presse, la police leur attribue pas mal de crimes, pas mal même d'atrocités, d'exactions, etc. Et peu à peu, on se rend compte que les victimes de traite d'êtres humains en Europe, dans leurs auditions, dans leurs témoignages, parlent de réseaux d'hommes, des cultes. Alors, ils ont mis beaucoup de temps à parler de ces cultes. Et donc, on se dit qu'il y a un sujet, en fait, entre le Nigeria et l'Europe, notamment parce que c'est un axe, mais ils sont aussi très présents aux États-Unis, où tu as des énormes enquêtes du FBI sur de la cybercriminalité de très grande ampleur, etc. En Asie, au Japon, où ils sont dans des trafics et tout. Qu'on se dit, waouh, il y a un sujet là qui est difficile à palper, qui est difficile à comprendre et à circonscrire, donc ça va être dur à traiter. Mais avec Célia, on s'est dit, viens, on essaye quoi, de travailler là-dessus, de creuser, de voir s'il y a un sujet et une grosse tendance. Et déjà, vous avez bien fait, vous avez bien essayé. Merci à toi, merci. Ouais. Et donc, on va revenir sur certaines problématiques que vous avez traitées. Donc déjà, vous commencez par, il me semble, Marseille, directement dans un procès, et après vous parlez de ce qui s'est passé à Marseille.
Ouais, absolument, parce qu'en fait, les cultes, donc c'est peut-être juste pour expliquer un peu ce que Oui, 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 c'est. bien sûr. En fait, à la base, c'est des confréries étudiantes, donc des clubs un peu de sociétés secrètes. Qui ont été constitués sur les campus universitaires en fait au Nigeria. Les premières ont été créées juste avant l'indépendance, donc l'indépendance du Nigeria c'est en 60, et c'était des clubs à la base assez très élitistes, mais aussi très spirituels, puisqu'ils avaient aussi ils étaient animés par une envie de se reconnecter à de l'ésotérisme précolonial. Donc aux sociétés mystiques qui existaient avant Mhm. la barbarie coloniale. Et, et donc ça panachait tout ça, et dans une forme aussi de modernisme et d'envie de créer une forme de future élite, en fait, d'un Nigeria qui s'apprêtait à être indépendant. Parmi les premiers, les membres les plus éminents, il y a Wole Soyinka, qui deviendra le premier prix Nobel de littérature africain. Et lui, il a créé la première organisation, la première confrérie, qui à l'époque on n'appelait pas ça culte, une confraternité Mhm. étudiante. Et donc, par la suite, au gré de l'histoire du Nigeria, qui est très violente et qui est jalonnée de coups d'État, mais aussi d'ajustements structurels, c'est-à-dire de politiques d'austérité économiquement imposées par le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, qui a peu à peu vraiment détruit, rongé en fait la société nigériane, l'économie nigériane, qui a eu beaucoup de mal. Et donc la criminalité s'est constituée. Et donc ces clubs, ces sociétés secrètes, ces cultes, se sont largement criminalisés et sont devenus de plus en plus des gangs hyper violents sur les campus d'abord, et ensuite dans les villes nigérianes du sud du Nigeria, où ils sèment la terreur. Et peu à peu, ces organisations se sont mondialisées, se sont exportées pour à la fois faire des trafics et constituer une toile de network de l'illégal partout dans le monde. Et on en dénombre combien à peu près des cults? C'est très dur à quantifier, mais on cite un chiffre d'une note confidentielle de l'Union européenne qui parle de plusieurs millions rien qu'au Nigeria. Wow. Ok, parce que les principaux, je crois, c'est Black Axe, Ouais, Eye, Juriste, je crois, ouais, euh, ouais, Viking. ouais. Chacun a sa propre mythologie, chacun a son propre référentiel, chacun a sa propre légende, en fait, avec des codes et des rites, puisque c'est extrêmement ritualisé, très violent. Quand tu rentres dans un culte, tu ne peux pas en sortir autrement que par la mort, normalement. Et donc, c'est vraiment des gangs dans lesquels à la fois l'ultra-violence, la spiritualité, l'illégal, tout ça se mélange, tout ça se panache pour un cocktail assez explosif. Ouais. Mm. Et page 29, vous dites, arrivé en France bien avant les cultes, la première vague d'immigration nigériane s'avoue totalement dépassée par la violence de ses jeunes compatriotes et par les tensions qu'ils suscitent à Marseille. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, Ouais, en fait, alors en France, la diaspora nigériane est historiquement assez limitée. Et donc, on a été voir à Marseille les anciens, entre guillemets, mhm, les premiers immigrés, etc., qui, eux, sont des gens absolument intégrés, en fait, travailleurs, besogneux, tout ça. Et qui, tout d'un coup, ont vu débarquer une déferlante, en fait. Alors, ça arrive avec la crise migratoire, ce qu'on appelle la crise migratoire. Et ils voient débarquer des compatriotes dont ils ne comprennent plus du tout les codes, qui sont ultra violents, ramènent des filles donc qui font de la traite d'êtres humains, qui font du proxénétisme, qui font du trafic de drogue, qui sont armés, qui se tuent entre eux, qui tuent les filles, qui violent les filles. Et en fait, les cultes, quand ils arrivent en Europe, généralement, ils commencent à s'implanter dans les plis de notre société, les coins les plus délaissés, en fait, de mm. notre société. Donc, ils vont s'installer peu à peu dans les quartiers nord, voilà. Et ils s'implantent, et à tel point qu'ils créent une société secrète, parallèle, ultra-violente. Et comme leur crime, leur violence est d'abord exercée entre eux, donc c'est un peu en dessous des radars des Français, des autorités françaises, etc. Puis ils passent ensuite ils passent à un autre niveau ensuite, et ils deviennent de plus en plus visibles. Et et ensuite aussi il y a des frictions avec la criminalité organisée locale. Ouais, il y a eu une tentative de putsch à un moment donné, il me semble. Ouais, les mecs, bah
c'est des gens dont les trajectoires de souffrance sont absolument effroyables en fait, parce que ok, on parle de gangsters, de gens qui font des choses absolument criminelles, mais c'est aussi des victimes puisqu'ils ont fait la route migratoire, ils ont traversé le désert, ils ont été dans des camps en Libye, ils ont subi eux-mêmes des violences absolument effroyables en Libye, et donc quand ils arrivent par exemple dans une ville comme Marseille, ouais, tu peux braquer un cultiste ou un Nigérian qui a vécu tout ça avec une calache, le mec a pas peur. C'est comme ça, parce que il a vécu la Libye, en fait. Et que lui, par contre, il a un degré de violence qui est largement supérieur et inquiétant et préoccupant. Parce que lui-même a... Donc, tout d'un coup, c'est une confrontation entre deux mondes, des caïds locaux et ces survivants qui sont eux-mêmes des trafiquants. Et qui sont victimes et bourreaux, en fait. Et justement, ces cultes-là, ils cultivent là, c'est des proxénètes pour beaucoup d'entre eux. Et dans votre livre, vous expliquez à un moment donné la procédure, parce qu'il y a des femmes qui ont été prostituées elles-mêmes, qui parviennent à devenir des proxénètes et qui amènent peut-être des fois des gens de leur famille. Et vous expliquez même le rituel que vous appelez le juju, pour dire en gros, si jamais tu nous quittes, tu peux mourir. Ouais. Et je crois que vous avez donné un chiffre, normalement le voyage coûte 5 000 €, je crois que vous avez dit que c'était chiffré à presque 50 000 €. En fait, le voyage en net pour le trafiquant, il coûte à peu près 5, 6, 7, 5 000 €. Mais derrière, la fille dont le voyage a coûté 5 000 € et qui est victime de traite d'êtres humains, elle doit rembourser à Paris, en passe, 50 000 balles à peu près, 50 000 €. Donc c'est beaucoup de marge. C'est beaucoup de marge. Et c'est l'exploitation, la traite d'êtres humains et le proxénétisme ensuite, c'est l'exploitation la plus primaire, la plus ancienne et la plus, quelque part, une des plus brutales aussi. C'est-à-dire que c'est l'exploitation du corps de la femme. Donc il commence par ça, et ça c'est le début, en fait, pour un criminel comme ça. Ensuite c'est la drogue, cybercriminalité et des choses plus sophistiquées. Et voilà. Ces gens-là, ils viennent de ce qu'on appelle le pays Edo, je crois. De Edo State, ouais. L'état d'Edo. Donc Benin City. Et dans le livre, vous dites que Benin City, c'est la capitale africaine. Alors, ouais, nous, c'est pas de la prostitution, de la traite des êtres humains, ouais. De la falsification de tout type de documents en à peine 3 décennies. Ouais, alors ça c'est l'étiquette qu'elle a et elle en souffre en fait. Benin City c'est aussi autre chose. C'est une petite ville à l'échelle du Nigeria, mais en fait c'est immense. Hein. Par exemple, voilà, les villes au Nigeria sont assez importantes. Lagos c'est plus de 20 millions d'habitants. Et Benin City, oui, elle souffre de cette étiquette et en même temps, c'est vrai que la traite d'êtres humains s'effectue à une échelle industrielle. Donc, c'est de là-bas que partent beaucoup de filles victimes de traite avec leurs trafiquants. Edo, c'est aussi, Benin City, c'est aussi une ville importante donc pour le peuple Bini, et c'est aussi une région qui est un hub spirituel avec énormément de pratiques ésotériques et des mystiques qui sont très réputés. Hein, des prêtres vaudous, des prêtres, voilà. Donc il y a une vraie... Et ça, en fait, c'est cette spiritualité séculaire, ancestrale, elle a été utilisée, manipulée par les trafiquants, en fait, pour accentuer l'emprise qu'ils ont sur leurs victimes. Et donc, en effet, avant de partir, beaucoup de filles sont obligées d'aller subir, en fait, une forme d'ensorcellement, quelque part, au nom des ancêtres, au nom d'une spiritualité qui est extrêmement respectée, encore. Et donc, les filles sont apeurées, terrifiées, et on respecte, en fait, cette forme de spiritualité. Donc, elles sont sous emprise et les prêtres payés par les trafiquants font en sorte que les filles ne puissent aucunement s'évader, échapper à leur bourreau sous peine de vengeance des esprits et donc de mort subite. Et c'est quelque chose qui est pris très au sérieux, auquel les gens croient et c'est important dans ce trafic. Là, tu parlais de traite d'êtres humains, là, tu me tends la perche. Vous en parlez beaucoup
vous parlez de ce qui se passe en Libye, parce qu'elle passe par la Libye pour atteindre soit l'Italie, la France. Et en fait, vous expliquez carrément que les Nigérians, enfin, ces gens de culte, on va faire d'amalgame, Ouais. En fait, ils participent au trafic, ils sont sur place, donc ils sont Ouais. en amont de la chaîne et en aval. Absolument. La route, en fait, elle est entre Benin City, tu passes par Kano, le nord du Nigeria, tu traverses le Niger, tu arrives ensuite par le Niger, tu montes en Libye, et par le sud, donc par le désert libyen. Et tout au long de la route, en fait, les trafiquants, les cultistes, alors certains sont cultistes, d'autres travaillent avec les cultistes, mais ils ont une présence tout du long de la route. Et ils sont capables soit de faciliter le passage, soit de contrôler, soit d'apporter des prestations de service à ces cargaisons, ces marchandises, comme disent les trafiquants en fait sur les écoutes. Par contre, à partir du moment où tu es en Libye, les choses se durcissent. Parce que même les trafiquants nigérians, etc., sont absolument soumis à la violence et aux desiderata des Libyens, qui sont les maîtres des lieux et qui sont très cruels et qui font du trafic d'êtres humains, de la prostitution aussi, du proxénétisme et qui ont le droit quasiment, qui s'octroient le droit de vie et de mort ou de mort sur ces passagers. Ah, c'est terrible. Donc ceci explique cela en fait, du fait que lorsqu'ils arrivent en Europe, ils ont vu l'enfer, quoi. Ils ont vu l'enfer, notamment sur les côtes en fait, de Libye, où ils attendent de pouvoir passer, embarquer sur des petits bateaux à destination de l'Europe du Sud. Et là, le temps d'attente peut être très long. Ils sont parqués dans des camps, dans des conditions absolument effroyables, inhumaines, abominables. Là encore, hein, dans ces camps, certains Nigérians travaillent avec les gardiens, les maîtres des camps, les Libyens. Il y a les cultistes, ont leur réseau, etc. Et là, c'est absolument l'enfer, ouais, en effet. Et beaucoup sont absolument tous traumatisés. Et vous parlez, pardon, à Benin City de ce qu'on appelle les Yahoo Boys, donc autrement dit les scammers. Ouais, des scammers, mais professionnels. Des scammers professionnels. Ouais, les Yahoo Boys, c'est des jeunes qui sont des petits génies de l'arnaque en ligne et qui font de l'argent absolument considérable. À Benin City, quand tu es à Benin City, plusieurs fois tu vois des convois quasiment de voitures de luxe de Yahoo Boys qui jettent de l'argent par les toits ouvrants, qui tu vois dans la ville, qui sont des personnages qui inspirent. Il y a des chansons à la gloire des Yahoo Boys, Ouais, c'est ça. etc. Parce que ils génèrent de l'argent et quelque part, Benin City c'est une ville très pauvre avec beaucoup de difficultés sociales, économiques. Et donc, les Yahoo Boys sont une icône, une forme de revanche, de réussite. Maintenant, tu les vois, et c'est pas non plus... c'est une voie criminelle quand même. C'est une voie de voyoucratie numérique. Tu les vois aussi pas mal, ils louent dans des hôtels, y compris des hôtels de luxe, hein, parce qu'ils ont tellement d'argent. Tu les vois et ils travaillent toute la nuit, en fait. Ils sont dans leur chambre ou au bar de l'hôtel avec leur ordinateur à arnaquer. Il y en avait un qui s'était fait attraper à Dubaï, Hush Puppy. Hush Puppy, ouais. Mais Hush Puppy, c'était de la grande cavalerie financière. Ok. Lui-même faisait pas, à ma connaissance, pas Yahoo Boy. Yahoo Boy, c'est vraiment le gars, il est au fin fond de Benin City dans son hôtel, il boit du whisky, il fume beaucoup d'herbes et toute la nuit... Il essaye de convaincre des personnes en Occident de lui verser beaucoup d'argent. C'est aussi un dragueur, c'est un séducteur, c'est un conteur, et ça marche. Et ils sont aussi aux États-Unis, c'est ça ? Ils sont extrêmement implantés aux États-Unis, où là c'est un peu plus sophistiqué, les derniers cas, c'est-à-dire qu'ils arrivent à faire de l'arnaque en aspirant les bases de données de l'État ou d'assurance, etc. Et ensuite à arnaquer en fait l'administration américaine. Donc là, ça a déclenché des grosses enquêtes du FBI. Il y a eu d'importantes arrestations de réseaux, notamment de Black Axe, donc un des cultes, où il y a eu des gros coups de filet de cybercriminalité. Ouais. Des grosses condamnations aussi ? Des grosses condamnations, absolument. Et les polices du monde entier sont assez mobilisées sur la criminalité numérique nigériane. Et tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des chansons aux gloires des Yahoo Boys et des cults en général.
Parce que dans le livre, à un moment donné, vous parlez des gros stars de l'afrobeat, donc Davido, Burna Boy, Wizkid, qui chantent à leur gloire, en fait. Ils chantent pas à leur gloire. Parfois, certains distillent des codes, en fait, dans leurs chansons, qui sont des références au culte. Davido, c'est connu, et voilà, nous, les responsables de Neo Black Movement of Africa, qui est un culte, qui est aussi surnommé Black Axe, nous l'ont dit que Davido était un de leurs membres. Et c'est pas... Mais après, voilà, dans Neo Black Movement of Africa, dans ce culte, eux déjà disent qu'ils ne sont pas un culte, ils disent qu'ils sont une association. Et dans cette organisation, tu as des policiers, des magistrats, des stars, des policiers, des hommes politiques, etc., etc. En fait, c'est quasiment comme un club, une confrérie secrète, mais avec des gens parfois très puissants. De toute façon, vous avez dit qu'ils ont infiltré toute la société, Absolument. notamment l'arrestation du ministre. D'un des ministres de l'État d'Edo. Exactement, parce qu'il était impliqué dans des histoires d'assassinat. Ouais, absolument. Donc ils sont... il y a un entrisme, je veux dire, un culte puissant dispose de membres qui sont dans les ministères, qui sont voire parfois dans les plus hautes sphères politiques, de la magistrature, des pouvoirs sécuritaires et économiques. Ça, c'est entre guillemets, les big boys, quoi. Et eux, ils restent au Nigeria, ils sont très riches, ils sont très puissants, etc. Et t'as les petits soldats. Les petits soldats, c'est ceux dont on parlait avant. C'est-à-dire, c'est les petits qui partent à l'aventure en Europe, en Occident, qui font du trafic de femmes, qui s'entretuent avec les bandes rivales, les autres cultes, parce qu'il y a beaucoup de violence. Ouais. Et voilà. Et c'est une organisation qui est très particulière. Mais à un moment donné aussi, vous parlez de pasteur chef d'entreprise, avec des gros carnets d'adresses qui côtoient, ils conseillent des chefs d'État, notamment République démocratique du Congo, Éthiopie. Est-ce qu'eux aussi font partie de cultes, les pasteurs ? Non, alors, la plupart font pas partie des cultes, mais certains, en fait, sont complices dans les trafics, notamment d'êtres humains. D'accord. Puisqu'ils ont une emprise aussi sur leurs fidèles, et certains l'utilisent à des fins criminelles. Donc, il y a eu pas mal de pasteurs impliqués dans la traite d'êtres humains. Comme je te disais, Benin City, c'est un lieu important en matière de spiritualité. Donc, tu as aussi beaucoup de pasteurs, je pensais à ça que tu faisais référence, de pasteurs d'autres pays africains, notamment la RDC, qui viennent se former en fait à Benin City. Et en termes dans les églises pentecôtistes, évangélistes, etc. Puisque c'est vraiment un lieu important spirituellement. Donc pas seulement en spiritualité précoloniale, traditionnelle et ancestrale, mais aussi dans ce que certains appellent les néo-christianismes en fait. Voilà. Ils viennent se former pour apprendre la religion, ou ils viennent se former pour apprendre à avoir une emprise? Non, la plupart viennent se former pour apprendre la religion et à être pasteur. Ok. Et là, on va parler de tout ce qui est trafic de drogue. Là, il y a un chapitre où vous parlez justement des cultes et des réseaux Igbo. Donc les Igbo, c'est une ethnie du sud-est, donc tout ce qui était pays Biafra, comme on a connu dans les années 60. Et là, vous dites qu'en fait, les cultes, ils se heurtent justement à la puissance des Igbo. Dans le sens où les Igbo, en fait, c'est eux qui contrôlent le négoce de drogue, si je ne me trompe pas. Alors, il y a... moi, je fais gaffe, faut pas faire d'amalgame, c'est certaines personnalités, certains trafiquants d'origine Igbo, tu vois, qui sont en effet... Je m'excuse. Non, c'est des personnalités importantes du trafic de drogue avec une vraie logistique et un vrai savoir-faire transnational. Donc avec une capacité aussi d'importer des conteneurs, notamment du Brésil ou autres, sur les côtes du golfe de Guinée. Ça, les cultes n'ont pas vraiment encore pour l'instant le savoir-faire. Ils essayent, ils s'immiscent en prestataires de services, en associés, ils font des joint ventures, il y a des associations, mais ils n'ont pas encore, au moment où on écrit le livre, la capacité de gérer l'exportation de plusieurs tonnes, par exemple, d'Amérique du Sud à l'Afrique de l'Ouest. Donc, ils composent avec ces réseaux de trafic déjà bien établis. Et les cultes, par exemple, sont très bons pour les mules, pour faire des mules, c'est-à-dire les transporteurs de drogue dans les intestins qui sont avalés. Et ce qui est un exercice très dangereux, parce que si le plastique explose, c'est la mort immédiate. Et par contre, les cultes ont la capacité de mettre dans chaque avion 15 trafiquants, 15 mules,
Et c'est ce que les policiers italiens appellent la technique de la pluie de mules. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mules dans les avions que en fait, tu peux en arrêter une, deux, mais pas 15, quoi. Et donc, ça passe. Et la drogue passe, circule et peut arriver en Europe. Dans un autre livre qui traite un peu du sujet qui s'appelle Africa Connection, il est écrit que dans la décennie 90, les groupes criminels Igbo contrôleraient ainsi entre 70 et 80% de l'approvisionnement du marché américain en héroïne birmane et entre 35% et 40% du marché américain de l'héroïne toute origine confondue. C'est possible, c'est possible. Il y avait à l'époque en effet des réseaux extrêmement structurés, mais qui bénéficiaient du soutien du plus haut niveau de l'État au Nigeria, avec des hommes du président d'alors qui étaient impliqués dans le trafic d'héroïne notamment, et donc ils bénéficiaient d'une véritable logistique quasiment étatique pour transporter la drogue. Et après, même dans le même livre, il est dit que en fait, ces réseaux-là, donc groupe criminel Igbo et Yoruba, bah qu'en fait, c'était plus forcément des intermédiaires de supplétifs, mais vraiment des acteurs principaux, partenaires pleins et entiers, justement, du trafic de drogue à l'aube du XXIe siècle. Oui, totalement, parce qu'aujourd'hui, ils sont capables de faire arriver dans les ports du golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest des cargaisons dont ils ont géré l'achat en Amérique du Sud et l'acheminement jusqu'en Afrique de l'Ouest du début à la fin, de manière quasi autonome. Donc ça a été un vrai shift, un vrai changement dans le trafic, et d'autant plus que l'Afrique de l'Ouest, dans les années 90-2000, voilà, certains ports sont devenus des lieux d'entrée privilégiés pour les grands trafiquants internationaux de drogue. Beaucoup de Colombiens. Ouais, beaucoup de Colombiens qui sont arrivés. Et puis ensuite, il y a d'autres drogues, il n'y a pas que la cocaïne. Méthamphétamine. La méthamphétamine qui est extrêmement rentable, par exemple, et qui maintenant se produit, on en parle dans notre livre, qui se produit en brousse au Nigeria. Et ça, c'est extrêmement rentable, la méthamphétamine, puisque par exemple au Japon, un kilo peut avoisiner presque le $1 million. Et en plus, vous dites aussi qu'à un moment donné, ils ont obtenu la confiance des Yakuza. Ouais, en fait, une des capacités fascinantes des cultes aujourd'hui, c'est leur aptitude à s'allier, à composer avec la criminalité organisée traditionnelle des territoires sur lesquels ils opèrent. On l'a vu en Italie avec des mafias historiques traditionnelles où finalement ils sont les petites mains de ces mafias, mais aussi avec les yakuza au Japon. Et à chaque fois ils parviennent à composer et à faire ce que les mafias traditionnelles ne veulent plus vraiment faire. Donc, par exemple, la prostitution, la mafia italienne veut plus vraiment, enfin c'est plus vraiment un sujet. Donc ils délaissent un territoire aux Nigérians. Avec des règles très précises. Les Nigérians n'ont théoriquement pas le droit d'avoir des armes sur ce territoire-là, n'ont pas le droit de créer de la violence, n'ont pas le droit d'attaquer des Italiens, etc. Donc il y a un code très précis. Et parfois même, ils sont utilisés pour des opérations un peu plus violentes, d'intimidation, voire, etc. Et par contre, à Marseille, ça s'est pas passé comme ça. La criminalité organisée locale a d'abord ignoré, snobé en fait ces Nigérians, les a employés pour des petites maisons, soit des petites missions, soit de vente au détail de produits stupéfiants, soit par moment dans ce qu'ils appellent les fantasias, c'est-à-dire tu débarques généralement en scooter T-Max dans une cité concurrente et tu tires en l'air pour impressionner. Étant donné que, comme on a dit, ces Nigérians savent manier des armes, puisqu'en tout cas ont été confrontés aux armes. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu des affrontements entre Nigérians et caïds locaux parce que ça a dérapé, la relation a dérapé, etc. Et les caïds locaux à Marseille sont bien plus armés et plus riches que des trafiquants, mais qui sont aussi des migrants nigérians. Donc voilà. Donc la criminalité organisée locale a véritablement réussi à contenir les cultes et à les limiter et à les dominer. Alors qu'en Italie, je sais que moi j'avais vu un documentaire, je crois que c'était à Naples, où il y avait un quartier occupé par la mafia nigériane et il disait que les Italiens ne pouvaient pas entrer
Ouais, en Italie, il y a ça, notamment à Palerme. On a été travailler en reportage là-bas à Palerme, etc. Où c'est vrai que c'est des quartiers où les Nigérians sont majoritaires, peuvent s'adonner à leurs activités criminelles, à la prostitution, etc. Mais attention, comme je te disais, il y a quand même des règles à respecter, quoi. Et les règles à respecter, elles sont dictées par les mafieux locaux. Euh, et voilà, donc il vaut mieux les respecter malgré tout. Ouais. Et justement, dans le livre, à un moment donné, vous parlez d'une discussion qui est en prison, je crois, entre deux gens de la Cosa Nostra qui disent ouais, mais ils sont aussi fous que nous, Mm. en parlant des Nigérians. Ouais. Et ils les protègent en prison, il me semble. Ouais, non, en fait, en prison, c'est deux gros parrains. Enfin, c'est le frère d'un gros parrain emprisonné qui le visite et donc qui parle des Nigérians en disant, en effet, ils sont complètement tarés comme nous. Ils sont capables de faire des trucs assez incroyables pour la cause et on les emploie, on les utilise. En fait, voilà. Ils sont utiles. Il faut que ne t'inquiète pas. Ils vont nous aider à gérer nos affaires. Voilà. Donc, ce qui est une des démonstrations du lien d'allégeance et de la coopération entre cette Cosa Nostra, cette famille de la Cosa Nostra et ces cultes. Ouais. Et justement, vous dites que dans certains pays, c'est la première nationalité à occuper les prisons. On parlait de l'Inde, le Pakistan, Arabie Saoudite et Thaïlande, à cause de la drogue. Oui. À cause de la drogue, en effet, il y a énormément de Nigérians qui sont en prison dans ces pays-là. Il y a là, en ce moment, les cultistes, ces dernières années, les cultistes, par exemple, aux Émirats Arabes Unis, sont responsables de pas mal de méfaits, en fait, notamment à Dubaï, etc., qui préoccupent énormément les services de sécurité des Émirats. D'ailleurs, aujourd'hui, depuis maintenant près de 2 ans, il n'y a plus de visa, de droit d'entrée et de visa accordé aux Nigérians seuls de moins de 40 ans par les Émirats Arabes Unis. Parce qu'il y a eu des scènes d'affrontements entre cultes, en fait, où ils se sont affrontés à la hache, notamment, et au couteau à l'arme blanche. Et ça a beaucoup choqué dans un État comme les Émirats, où la sécurité est très importante. Donc, en effet, il y a beaucoup d'arrestations, de problèmes, etc. Une des forces de ce que se disent les responsables des cultes, c'est on a une main-d'œuvre illimitée, on est le pays le plus peuplé d'Afrique, avec près de 200 millions d'habitants, et avec beaucoup de problèmes économiques et sociaux, donc beaucoup de pauvreté. Donc, on arrive à sans cesse attirer des nouveaux jeunes, de la nouvelle main-d'œuvre pour alimenter et faire tourner notre machine criminelle. Ouais. Mais même en Indonésie, apparemment, il y a beaucoup de pendaisons aussi, par rapport au trafic de drogue. Ouais, absolument. Absolument. Je sais pas s'il y a eu des Nigérians pendus, ça, je sais pas. Je crois que si, moi, je crois que j'avais vu. mais qu'est-ce qui les attire justement, ces jeunes-là, au culte? Ils sont obligés ou... Alors, certains ont des recrutements forcés. D'autres, en fait, ils retrouvent un sentiment d'appartenance à une famille, avec, comme je te disais, des règles, des rites, et c'est quasiment une secte, en fait. C'est des sociétés sectaires, en fait, sur le fonctionnement, sur l'adhésion. Tu vois, par exemple, le rite d'initiation, il y a énormément de violence. Tu te fais battre, tu te fais taper, tu te fais un chien. Ensuite, il y a des morts même. Il y a des morts dans les rites d'initiation. Ensuite, tu bois ton sang mélangé avec de l'alcool, un cocktail. Tu danses, tu chantes, tu vis. Voilà, il y en a qui violent pendant le rite d'initiation, etc., etc. En fait, tout est fait pour véritablement dépasser les limites de la violence et créer une emprise absolue sur cette main-d'œuvre. Mais sur ces jeunes. Mais voilà. La société nigériane est particulièrement violente. Beaucoup de jeunes ne voient pas beaucoup d'avenir parce que les pouvoirs en place n'ont pas été capables de garantir un futur à cette jeunesse. Et donc, pour cette jeunesse-là, une partie de cette jeunesse-là, la seule issue, c'est de partir, de quitter le Nigeria. Et une manière de partir, c'est avec ces cultes. Et... quel a été l'accueil de votre livre? Est-ce que vous avez reçu des menaces? Ouais, quelques retours un peu négatifs, après, de la part de certains acteurs nigérians, etc. Après, étant donné qu'il n'a pas encore été traduit en anglais, il n'a pas été énormément lu par les Nigérians. Donc voilà, on attend, là, il va bientôt être traduit au Nigeria. Ah, mais l'accueil ici en France, il a été bon? Ouais, il était bon, ouais. Okay. Ouais.
C'est le plus important. En tout cas, moi, je l'ai lu, j'ai apprécié. Comme je te l'avais dit en off, j'ai beaucoup apprécié Merci parce que la beaucoup. thématique n'est pas abordée alors qu'elle est quand même connue. Ouais. Donc, je vous félicite pour ça. Bah, merci beaucoup et merci pour l'accueil Ah, et bah, écoute, l'invitation. c'est normal. Johan, ici, on a une rubrique lecture. Mhm. Est-ce que tu peux me citer 3 livres à lire, s'il te plaît? 3 livres à lire. Yes. Alors. Mis à part les tiens, bien sûr. Non, 3 livres à lire. Tout style. Tout style confondu. Ok. Eh ben, je dirais l'intégrale de Balzac parce que je trouve que c'est. T'aimes bien Balzac, hein? J'ai C'est cru passionnant, comprendre que- ouais, j'aime bien ça. Ensuite, je dirais, qu'est-ce que je dirais? Après, j'aime beaucoup lire, ça me fait beaucoup de bien dans ce monde un peu tourmenté, lire Rumi, qui est un penseur, poète et mystique persan, Ok. dont la poésie T'as un livre en me particulier baigne, ou- m'inspire, etc. Non, mais en fait, c'est des recueils de poésie, donc que tu trouveras assez facilement. Et enfin, Moby Dick de Herman Melville. Mhm. Voilà. Sur le cachalot. Ouais. Écoute, la tradition ici, c'est que l'autre reparte avec un livre. Donc j'ai un livre pour toi. En espérant Wow. que tu ne l'aies pas. Merci beaucoup, beaucoup. Je t'en prie. Est-ce que tu peux l'ouvrir devant la caméra Bien sûr. et nous donner le nom du livre, s'il te plaît? Yes, je te fais ça tout de suite. Ah, magnifique. Ah, ça me fait énormément plaisir. Et je ne l'ai pas celui-là. En Ah, plus. tu l'as pas? Franz Fanon. Une vie. Une vie par David Massey. Ouais. Et Franz Fanon est quelqu'un qui est extrêmement important pour moi, que j'ai énormément lu et qui a accompagné et inspiré la lutte pour l'indépendance d'Algérie. Donc, c'est quelqu'un qui m'est très cher et qui me ramène à mon père algérien. Ah, bah écoute, ça fait. Je suis content que ça Donc, te fasse merci plaisir. infiniment. C'est une biographie très complète. Bah, Très complète. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. 2 dernières questions. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant un gars bien, marrant, drôle, champion du monde poids lourd. Je te pose la question, comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi? Vous n'êtes pas obligé de se souvenir de moi. Non, perso, je m'en fous un peu. Ouais. Non, mais simplement comme un journaliste parmi tant d'autres qui a essayé de faire son travail honnêtement et donc un artisan. Très bien, très bien. Et quel héritage tu voudrais laisser derrière toi? Idéalement, puisque tu me demandes, et là on est dans la fiction, quasiment, 2-3 textes pas trop mauvais. Ou 2-3 enquêtes pas trop mauvaises. Ça va, bah écoute, y a. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Du bonheur et puis surtout un peu plus de paix dans un monde troublé. Très important. Bah écoute, Johan, ça a été un plaisir pour moi de causer Merci avec toi. beaucoup, merci. Et merci pour toutes ces explications. C'était Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. En espérant que vous avez appris des choses et éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.